Les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941. Mais le premier affrontement majeur entre les troupes américaines et allemandes n'a lieu que 14 mois plus tard. Elles se rencontrent dans la passe de Kasserine, dans les montagnes tunisiennes, en Afrique du Nord. Sûres d'elles, malgré leur sous-entraînement et leur inexpérience, les troupes américaines sont finalement écrasées, et leur défaite est des plus humiliantes. Un échec prévisible, puisqu'elles font face aux divisions blindées surentraînées d'Erwin Rommel, le légendaire renard du désert. Les Américains sont eux sous les ordres du général Lloyd Fredendall. Incompétents et peu expérimentés, il prépare insuffisamment ses hommes au combat. Lorsqu'il prend conscience de cela, le général Eisenhower ne le limoge même pas. Son absence de réaction coûte cher aux troupes américaines et ternit leur réputation. Les États-Unis entrent en guerre suite au bombardement japonais de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. 4 jours plus tard, Hitler leur déclare la guerre. Une fois les États-Unis engagés, leurs vastes ressources économiques et militaires entrent en jeu. Même si l'armée américaine est restreinte en temps de paix, elle a un potentiel d'expansion quasi infini. Une fois l'industrie impliquée dans l'effort de guerre, équiper l'armée n'est plus un problème. La défaite des troupes allemandes semble écrite. Les Alliés décident de s'occuper d'abord de l'Allemagne, puis du Japon. Débordantes d'enthousiasme et d'assurance, les troupes américaines commencent à affluer en Grande-Bretagne en janvier 1942. Elles souhaitent traverser la Manche au plus vite pour chasser les Allemands des pays européens qu'ils occupent. Mais les Britanniques, en guerre depuis septembre 1939, sont plus prudents. Malgré le bombardement incessant de leur territoire, ils pensent qu'il faut commencer par chasser les puissances de l'Axe d'Afrique du Nord. Les troupes britanniques sont engagées en Afrique du Nord depuis juin 1940. Elles participent à une campagne dans les déserts libyens et ouest égyptien. En juillet 1942, les forces de l'Axe dirigées par le général Rommel semblent sur le point de repousser les Britanniques de l'autre côté du canal de Suez. Mais les Britanniques tiennent bon et préparent une contre-attaque. Au terme de longues discussions, Roosevelt se range derrière Churchill qui souhaite envahir les territoires français d'Afrique du Nord. Les chefs d'état-major américains, jusqu'alors réticents, se laissent convaincre par leurs homologues britanniques.
Un assaut est planifié. Nom de code, Opération Torch. Il vise à sécuriser les territoires français du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie pour que les Alliés puissent ensuite s'attaquer à l'arrière des troupes de Rommel dans le nord-est de l'Afrique. S'appuyant surtout sur des troupes américaines, l'opération Torch a pour objectif premier la prise de contrôle des ports de Casablanca, d'Oran et d'Alger. Les Alliés comptent conquérir Tunis depuis l'Algérie. C'est le tout nouveau général Dwight Eisenhower, encore méconnu, qui dirige les opérations. Il commande les forces terrestres américaines en Europe depuis juin 1941. Eisenhower se retrouve à la tête de la plus grande invasion amphibie de tous les temps. 500 navires, avec à leur bord 107 000 hommes et des milliers de tonnes d'armement et de ravitaillement. Certains viennent des États-Unis, les autres de Grande-Bretagne. Un des commandants américains les plus gradés de l'opération Torch est le général Lloyd Fredendall. Il a été choisi par le général George Marshall, chef d'état-major à Washington. Un choix qui s'avère catastrophique. Au soir du 7 novembre 1942, la flotte alliée engagée dans l'opération Torch atteint les côtes nord-africaines. L'assaut est lancé le lendemain matin. L'armée de Vichy affiche peu de résistance et capitule au bout de 3 jours. Les grandes villes sont occupées. Le haut commandement des forces de l'Axe est pris par surprise, mais le maréchal Albert Kesselring, commandant des troupes allemandes en Méditerranée, fait venir des renforts de Sicile. Rapidement, de nouvelles troupes allemandes débarquent en Tunisie. Pendant ce temps, les troupes alliées franchissent la frontière tunisienne. Au départ, elles progressent rapidement, mais dans les montagnes, elles sont confrontées à une résistance accrue des forces de l'Axe. Leur avancée ralentit. L'aviation de l'Axe est bien supérieure à celle des Alliés basés en Algérie. Dès les premiers combats, le manque d'entraînement et d'expérience des troupes américaines inquiète certains responsables alliés. Les forces alliées veulent prendre Tunis, la capitale. À la mi-décembre, elles ne sont plus qu'à 30 km de la ville. Mais les problèmes de ravitaillement et la contre-attaque acharnée de l'Axe les obligent bientôt à reculer. Depuis 1943, c'est l'impasse. Les forces alliées en Tunisie sont maintenant regroupées sous le nom de Première Armée britannique. On trouve les Britanniques au nord, les Français au centre et le 2e corps américain au sud. Pendant ce temps, à 2000 km de là, les Britanniques remportent une victoire décisive en Égypte. Début novembre 1942, après 10 jours de combats acharnés, la 8e armée du général Bernard Montgomery perce les défenses de l'Axe à El Alamein. Montgomery chasse Rommel hors d'Égypte et le poursuit à travers la Libye jusqu'à Tripoli, la capitale. Malgré de lourdes pertes au sein de ses troupes, Rommel donne du fil à retordre à ses poursuivants. Montgomery est aussi ralenti par des problèmes de ravitaillement.
Début janvier, Rommel se replie en Tunisie. À l'aube du 23 janvier 1943, les Britanniques entrent triomphalement dans Tripoli. Les Allemands ont fui après avoir détruit le port. Le ravitaillement des troupes étant devenu critique, Montgomery s'arrête le temps de trouver une solution. Rommel et ses hommes rejoignent le général von Arnim, qui vient d'être nommé par Hitler pour diriger la campagne d'Afrique du Nord. Von Arnim est un vétéran aguerri du front de l'Est, mais Rommel et lui ne s'entendent pas. Rommel pense que si on lui avait fourni les renforts dont von Arnim a bénéficié, il aurait chassé les Britanniques hors d'Égypte. Son ressentiment s'accentue lorsque von Arnim s'octroie les troupes dont il a besoin pour une attaque dans l'ouest de la Tunisie. Rommel sait que la 8e armée de Montgomery s'apprête à encercler les forces de l'Axe. Von Arnim planifie une attaque sur les deux fronts pour diviser les troupes alliées et couper leurs lignes de communication. Après, il compte attaquer Montgomery. À son quartier général d'Alger, Eisenhower est préoccupé. Il travaille, sans grand soutien de la part de Washington, à la formation d'une gouvernance française convenable pour l'Algérie. Les conflits politiques l'épuisent et Eisenhower se sent coupé de la campagne militaire en cours. Lors de ses visites sur le front tunisien, il prend conscience des problèmes des troupes américaines. Si les hommes semblent confiants, leur manque de discipline et de préparation sont évidents. Eisenhower envoie ses doléances au général Marshall, mais ne prend aucune mesure concrète sur le terrain. Une omission qui s'avère regrettable. Le général britannique Kenneth Anderson, commandant de la première armée, est conscient du problème, mais il hésite à en parler à Eisenhower car il ne veut pas compromettre leurs relations. Le 13 février 1943, Eisenhower se rend de nouveau sur le front. Il souhaite savoir comment Fredendall et le 2e corps américain comptent résister aux prochaines attaques. Au lieu de préparer ses hommes, Fredendall s'est fait construire un bunker à 110 km de la ligne de front. Mais Eisenhower, craignant de contrarier son supérieur à Washington, dont Fredendall est le protégé, préfère ne pas réagir. Ce sont les hommes de Fredendall qui pâtissent de sa timidité. Eisenhower est à peine parti que les Allemands attaquent, déterminés à couper les voies de ravitaillement alliées. Ils surgissent par l'extrême ouest de la passe de Faïd, sur la route de Tunis, dans la zone que Fredendall est censé défendre. Les troupes américaines inexpérimentées et leurs tanks ne font pas le poids face aux blindés allemands. Dans son bunker, Fredendall est tétanisé. Les officiers sur le terrain n'ont d'autre choix que de tout décider eux-mêmes. La nuit tombe sur les 2500 soldats américains prisonniers des montagnes. Le lendemain, Fredendall se décide enfin à envoyer un bataillon de 54 tanks secourir les troupes assiégées. Hélas, l'entreprise échoue.
les tanks américains n'ont pas de soutien aérien et leurs ennemis sont bien plus forts. Le résultat est là. 50 tanks américains sont détruits et des centaines de soldats sont tués ou portés disparus. Relativement peu affaiblis, les Allemands continuent leur progression. Eisenhower sait que les forces américaines ne peuvent pas résister longtemps aux Panzers. Il ordonne donc à Fridendall de reculer de 80 km jusqu'à la dorsale tunisienne. Au pied de la montagne se trouve la ville algérienne de Tébessa, qui abrite un grand dépôt de ravitaillement allié. Pour y accéder, il faut franchir la passe de Kasserine, qui fait parfois moins d'1,5 km de large. Le général Anderson réalise que si les Allemands ne sont pas arrêtés à cet endroit, tout est perdu. Il envoie donc des renforts britanniques par le nord. Rommel veut poursuivre les Américains qui reculent, mais von Arnim s'y oppose, craignant une pénurie de ravitaillement. Le maréchal Kesselring est obligé de faire le trajet depuis Rome pour régler leurs différends. Il se range du côté de Rommel et lui confie les rênes de l'Afrika Korps. Les querelles allemandes offrent à Fridendall un répit bien nécessaire. Il retourne dans son bunker. Les Panzers pénètrent en force dans la passe de Kasserine le 19 février 1943. Les Américains résistent bien et parviennent même à les retenir quelque temps. Mais le lendemain, les Allemands lancent une attaque féroce contre les Américains et les font reculer. C'est la déroute. Les combats s'arrêtent. Tandis que la fumée se dissipe, la victoire allemande devient évidente. 4000 soldats sont faits prisonniers et quantité d'équipements sont saisis. On dénombre 300 morts parmi les soldats américains, 3000 blessés et autant de portés disparus. Rien ne semble pouvoir empêcher Rommel de percer au-delà de la première armée. Heureusement, les renforts britanniques arrivent et parviennent à stopper les Panzers. Autre revers pour l'Axe, la 8e armée de Montgomery progresse dans l'est de la Tunisie. Rommel doit faire volte-face pour affronter cette menace. La chance l'abandonne début mars dans la ville de Médénine, près de la frontière libyenne. Cette fois, les Britanniques le repoussent. Rommel rentre en Allemagne et plaide pour le retrait d'Afrique du Nord. Il sait que la victoire y est impossible. Les Alliés sont trop forts. Mais Hitler refuse de l'écouter et lui dit de se faire porter pâle. Rommel ne retourne plus en Afrique. Montgomery fait subir une nouvelle défaite aux Allemands à la ligne Marette, une fortification proche de Médénine. Enfin, Eisenhower se décide à agir. Il limoge l'inepte Fridendall et le remplace par le compétent et estimé général George Patton, qui redonne espoir au 2e corps. Les combats se poursuivent en Tunisie. En mai 1943, les forces de l'Axe sont définitivement défaites en Afrique du Nord.
Près de 250 000 soldats allemands et italiens se rendent. Les Américains peuvent enfin marcher tête haute. Mais leur suffisance, leur incompétence et leur inexpérience leur ont coûté cher. Malgré cela, le très critique commandant britannique Montgomery, qui sait se montrer cinglant, complimente Eisenhower sur ses troupes. Le refus d'Eisenhower de remplacer Frydendahl a été une énorme erreur. Mais ses supérieurs et lui retiennent la leçon. Dorénavant, les troupes américaines et leurs officiers vont être surentraînés. Et Eisenhower peut compter sur des hommes de la trempe de Patton, Bradley ou Clark pour les commander. Un Kasserine suffit. Les Américains ne veulent plus jamais être contraints d'appeler leurs alliés à l'aide.